Hmm. Alors, quand des gens pensent à leur vie, il faut dire que ces gens sont très avancés. Une civilisation est grande parce que les gens ont pensé à leur vie. Bonjour, réveillez-vous. Une vie réussie, c'est une vie où tu t'es accompli, où tu as des enfants qui grandissent bien, qui ont des codes, qui ne sont pas exclus de la société, c'est-à-dire qui vont à l'école, qui s'épanouissent, qui sont en santé, qui sont curieux. Une vie épanouie, c'est une vie où toi-même tu es en santé. Une vie épanouie, c'est une vie où toi-même tu es en santé. Une vie épanouie, c'est une vie où tu réfléchis aussi. Une vie épanouie, c'est une vie où même si tu n'as pas 1000 diplômes comme les autres, où tu n'es pas complexé parce que tu sais quand même comprendre. Il y a l'intelligence du village acquise aussi dans la tradition, et il y a l'intelligence de la nature. Et puis il y a l'intelligence scolastique. Donc l'école. L'école vient de scolastique. Ce penseur moyenâgeux. Et puis il y a aussi cette liberté. Un homme libre, c'est un homme qui marche droit, debout. Personne ne le déshabille. Voilà, c'est comme ça. Donc quand tu as toutes ces petites choses-là, et si par-dessus tu as ajouté un immeuble, une petite Ferrari, c'est pas mauvais. C'est pour ça qu'on dit les choses, les biens matériels sont des par-dessus. Alors, ce que les gens parvenus font, c'est qu'ils mettent les meubles au-dessus du par-dessus. C'est-à-dire, ils mettent tout ça en avant. C'est pour ça qu'on ne réussit pas dans les sociétés pauvres, parce qu'on a enseigné d'autres valeurs. Finalement, c'est quand on est en Europe qu'on se rend compte que c'est nos grands-parents qui avaient raison. Ils allaient au champ à pieds nus. Et aujourd'hui, les bouddhistes vous disent de marcher pieds nus pour sentir le sol. Et les pygmées marchent comment? Enfin, ce que vous appelez pygmées, les rois bantous que nous sommes. N'est-ce pas, c'est pieds nus? On vous a dit, oui, aujourd'hui, il faut manger sain, il faut manger bio. Les gens dépensent des fortunes aujourd'hui pour manger bio. Mais quand tu cueilles tes citrons, tes mangues, tes prunes, tes avocats dans ton village, c'est pas ça être bio? Quand on te fait du bon légume de la grand-mère coupée derrière la case, c'est pas ça bio? Quand on nous parle de recyclage, tenez, n'est-ce pas dans nos villages, il n'y a pas de poubelle? On entasse les ordures, on les jette derrière la maison, sur des bananiers, depuis des milliers d'années. Et c'est ça qui fait l'humus. Mais c'est ça qu'on appelle le tri sélectif et le recyclage aujourd'hui. Vous voyez bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que nous sommes là face à une grosse arnaque de la vie. Mais qui va donc vous expliquer ça? Vous savez, dans un pays d'Afrique que je ne vais pas nommer parce que la critique, c'est terminé là. Jamais plus un mot déplacé. Je bascule vers des choses plus hautes, dans la réflexion, le débat, l'analyse profonde. Il y a un pays où j'ai un frère qui est ministre des Transports et on veut lui faire porter la charge de l'échec de la pensée collective, c'est-à-dire les trains. Parce que dans ce pays-là, on a lancé des trains du Moyen-Âge. Et puis, il y a quelques hommes politiques qui se sont engouffrés pour présenter ça comme un joyau de modernité. Alors, soyons honnêtes, allons jusqu'au bout de la réflexion. N'est-ce pas, si on veut changer, si on veut progresser dans la vie, si on veut avoir de nouveaux trains, il faut avoir de nouveaux rails. Ce n'est pas le ministre des Transports qui est incriminé. Lui, il est là pour mettre en marche ce qu'il trouve. C'est les rails qu'il faut déjà changer.
Les rails qui sont dans la plupart de ces pays-là sont des rails de 9 mm. Les rails d'avant-guerre. Les rails que personne n'utilise plus aujourd'hui dans le monde. C'est les rails qu'on a fait pendant la colonisation. N'est-ce pas? Alors, si tu veux les nouveaux trains, mais commence à réutiliser les rails que tout le monde moderne utilise. Et là, ça ne dépend plus de lui. Ça dépend de plus haut que lui. Les concepteurs, les patrons du pays, le président, et puis le ministre de l'investissement, de l'économie, de finances, et puis l'industrie, les transports, l'infrastructure et tout ça. Mais le transport vient après. Bon, bref. Alors, qui me salue de Bangui, là? Oh, Bimbara Mo. Bimbara Mingi. Bimbara Yeti Mingi. Hein? Yadapé, ça c'est du centrafricain. C'est du sango, ça. Et ce qui est magnifique, c'est que le sango n'est pas une langue. L'Afrique est tellement magique que les hommes ont toujours su s'adapter. Le lingala n'est pas une langue. Au Congo, il y a plus de 400 groupes ethniques. En Centrafrique, il y a plus de 100 groupes ethniques. Il y a des Bayas, les Makas, il y a tous ces groupes-là. Et puis, ils ont créé une langue pour se faciliter les échanges. Et c'est ça. Alors, quand vous arrivez en Centrafrique, vous tombez sur des choses extraordinaires. Par exemple, c'est un pays magique, le plus riche du monde, mais oublié au cœur de l'Afrique, parce que c'est au cœur des querelles. C'est au cœur des querelles coloniales. La Belgique étant arrivée au Congo, la France qui descend par le Tchad, le Soudan, non, l'Ouganda, l'Angleterre, et puis le Cameroun, l'Angleterre et la France. Donc, ils se sont entendus pour ne pas toucher ce territoire qu'on appelle la Centrafrique, le laisser vide, donc le détruire. Et aujourd'hui, c'est là toute la querelle de l'Afrique. Contrôle de la Centrafrique. Et aujourd'hui, vous voyez, la Russie est en train de revenir en force dans ce pays. La Russie, c'est une pensée communiste. La Russie, c'est beaucoup de puissance. C'est Poutine qui est président jusqu'en 2035. Un bon dictateur. Mais le dictateur Poutine, il travaille. Alors, les Africains doivent donc comprendre que si on veut être dictateur, il faut que ça soit, que ça saute, que ça travaille. Hein? Les dictateurs doivent pousser le bouchon. La science, la liberté de penser. En Angleterre, et surtout, si vous permettez, en Russie, donc, vous voyez que Poutine est un génie. Et à la tête de nos pays, on n'a pas de génie. À la tête des pays africains, il y a des Africains. Il y a des Africains qui ont tous les problèmes, le complexe, hein, la vieille pensée. Tous les chefs d'État africains, pour la plupart, sont vieux dans la tête. Ils ne peuvent pas initier un projet et ils sont dépassés par les événements. Voilà. C'est-à-dire, tous les chefs d'État dans le monde n'ont pas un très grand écart avec leur peuple. Dans tous les sens du terme, tous les chefs d'État en Afrique ont un très grand écart générationnel, intellectuel avec leur peuple. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas ce que les enfants demandent au quartier. Or, le peuple, c'est ce bébé qui veut juste son bien-être primaire parfois. Surtout dans ces pays où les gens ne demandent que de l'eau à boire. Vous avez des pays où on ne demande que de la nourriture. Bon, je continue ma marche. Vous avez des pays où on ne demande... C'est-à-dire en Afrique, les gens ne demandent pas grand-chose. Ils demandent juste qu'on leur donne un peu d'humanité. Alors, pourquoi il n'y aura jamais de révolution en Afrique? C'est parce que ce n'est même pas les colons, hein, laissons ça.
Chaque peuple, chaque dirigeant se bat. Quand je vois le président Macron sauter en Afrique pour défendre les intérêts des petits Français, c'est parce qu'il y a l'uranium là qu'il veut protéger. Parce que s'il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas de lumière en France. Donc il doit faire tout. Et c'est ça, c'est son droit. Alors, vos chefs d'État ne font rien pour le peuple, ils passent le temps à être victimes. On est chef d'État pour mourir. N'est-ce pas? On est donc chef d'État pour mourir pour le peuple. C'est pas le peuple qui doit mourir pour le chef d'État. Are you hear me? Dans un pays normal, c'est le chef d'État doit mourir pour le peuple. Et dans vos pays, le peuple meurt pour nourrir le chef d'État. Le chef de l'État et sa clique. Or, le peuple doit... le chef d'État doit mourir pour nourrir son peuple. Or, chez nous, ou chez vous, le peuple meurt, se tue à la tâche pour nourrir un seul homme et puis sa petite cour. Donc, il y a inversion de programmatique. Deuxième chose, l'élite africaine. L'élite africaine survitaminée au faux diplôme, survitaminée au diplôme inutile, qui a échoué partout en Europe, en disant qu'elle a étudié en Europe ou au Canada, je ne sais pas où. Non, encore que les anglo-saxons font la vraie étude. Hein. Quand tu es formé... Quand tu es formé aux États-Unis, quand tu es formé à Londres, quand tu fais une grosse école, mais c'est le contexte qui rend intelligent, ce n'est pas l'école. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Il y a une étude qui a prouvé que les étudiants de Harvard n'étaient pas plus forts que les autres. Qu'est-ce qui rend fort pour entrer à Harvard? C'est le niveau de la sélection. Donc pour rendre des gens forts, c'est pas l'école, c'est la même école dans le monde. C'est vrai que les programmes sont bien articulés, mais quand tu es un vrai formateur, tu sais qu'il faut relever le niveau de la sélection. Les critères. Donc c'est les critères qui te donnent accès. Ce n'est pas l'accès à l'école qui te rend grand. C'est comment tu entres, comment on entre. Et on a constaté que les enfants qui entrent à Harvard et partout sont déjà exigeants. Donc je disais que cette petite élite, c'est elle qui dérange en Afrique. J'étais très bien dans ma marche, mais je m'arrête là. Il y a une petite élite donc en Afrique qui est perverse, qui est jouissive, qui est oisive, qui est inutile, qui est pédante, qui est égoïste, qui est méchante, qui est sectaire, qui est vicieuse, qui est honteuse. Parce que derrière chaque élite, il y a des choses qui coulent. L'élite ne peut pas développer le continent parce que c'est une élite qui snob. C'est une élite c'est une élite qui n'apporte rien aux gens. Je me rappelle de tous ces gens qui ont un diplôme et qui cherchent à accéder à la fonction publique. Une fois qu'ils ont accès à la fonction publique, ou je sais pas, ou à un petit réseau, ils créent un petit réseau. Ils mangent entre eux. Ceux qui font les snacks, la pluie et le beau temps, ils ont de l'argent un peu. C'est eux qui sont des cadres dans les sociétés et les multinationales qui viennent voler le cacao, le diamant, le pétrole, le bois, la nourriture, les oignons, la tiéké, tout ce que vous voulez. C'est cette petite élite
qui a remplacé le colon en réalité. Or, les colons, l'élite coloniale travaillait pour la colonie. Quand vous voyez un occidental, un expatrié en Afrique, c'est vrai qu'il jouit des plaisirs de la fille naïve de 14-15 ans, tout ce que vous voulez, 20 ans. Ils ont les privilèges, ils ont le logement et tout. Mais c'est leur pays qui leur donne ce confort. Mais ils sont des agents du progrès de leur pays. Toute l'élite africaine n'est pas au service de son pays, de son continent. L'élite française que vous voyez en Afrique a un salaire double, triple, parce qu'ils sont des agents moteurs du développement de la France. L'élite anglaise, belge, allemande, tous ces gens que vous voyez là dans les capitales africaines, ils travaillent tous les jours avec fidélité pour leur pays. Même les Russes qui sont en Centrafrique ne travaillent pas pour les Centrafricains. Ils travaillent pour Poutine. Alors, nous, la petite élite africaine, travaille aussi pour la colonie parce qu'elle veut aussi venir ici où elle envoie les enfants. C'est-à-dire, et c'est là où il y a une réflexion. C'est-à-dire, qui va développer le continent? Qui va développer le continent? Et maintenant, quand cette élite est là, elle ne s'aime pas. Elle se concurrence. Elle se regarde avec mépris. Or, les gens qui sont en bas, ce peuple qui bout d'énergie a besoin d'être soutenu. Qui les soutient? Qui va éduquer les gens? Nous, on fait notre boulot. Même les lives qu'on fait là sont de plus en plus rares, ou vont être de plus en plus rares, parce que les gens n'ont pas le temps. Or, vous savez que le principe même de l'agora, le principe de l'enseignement, le principe platonicien, le principe socratique de la pensée, c'est qu'on s'asseyait comme ça le soir et on parlait pour que tout le monde écoute. C'est le début de l'université, n'est-ce pas? Le soir, dans nos villages, nos grands-parents s'asseyaient dans la cour pour parler à la jeunesse. Donc Facebook et les réseaux, Instagram et tout ce que vous voulez sont venus remplacer le baobab du village. Et dans cette cour, donc, on distribuait l'initiation aux jeunes garçons, à la jeune fille. Les femmes, les mamans parlaient aux jeunes filles. Les hommes de l'autre côté parlaient aux garçons. Et c'était l'initiation de la société. Donc l'université existe en Afrique depuis des millions d'années. Ça a été bien concrétisé par le savoir socratique après. Mais c'est en Afrique qu'on a commencé à transmettre ces valeurs. Mais aujourd'hui, quand Facebook arrive, est-ce que nous avons la capacité de nous adapter à cet outil qui est aussi dangereux que destructeur pour les non-initiés? C'est ici que les autres font des milliards, les autres vendent, les autres s'enrichissent, les autres échangent. C'est une plateforme de communication, Et on ne communique pas quand on n'a rien à dire. On ne communique pas quand on vient dénigrer ou insulter les autres. On communique quand on vient partager et un bien matériel ou immatériel. On vient vendre, on vient exister, on vient être libre. Je causais avec un frère, Francis Peter, et lui, il est anglais dans la pensée, et il me disait tout ce dont le peuple a besoin, c'est de la justice en réalité. Liberté et justice. Mais liberté et justice. Alors, vous regardez les comportements là-bas dans ce continent magique, que Dieu préserve de tout. Vous ne voyez pas la liberté. Les gens n'aiment pas la liberté. Les gens refusent d'être libres. Les gens n'aiment pas pousser la réflexion.
Les gens portent encore les seaux sur la tête pour aller puiser l'eau à 10 km. Les gens vont même dans le désert, ils traversent, ils échappent aux esclaves arabes. Ils arrivent en Europe comme des clandestins, des souffreteux. Par la force de la vie, d'autres gagnent même des médailles, ils deviennent champions du monde. Et ils vont remettre aux gens qui les ont poussés à partir. Les gens qui les ont tués mentalement ou qui ont failli. Je dis tués parce que les 3/4 des jeunes Africains qui prennent la route du désert n'arrivent jamais. Sur 1000 gens qui partent tous les jours de nos pays, il y a 50 qui arrivent sur les côtes espagnoles. Imaginez 950 animaux perdus dans le désert libyen ou algérien ou marocain. C'est énorme pour un continent qui veut se développer. Et si après ça, il y a un qui réussit à faire 2 pompes et qu'il aille taper un petit faible type quelque part et qu'on lui accroche une ceinture, je pense qu'il doit dédier cette ceinture, cette victoire, à cette jeunesse qui est mourante, à cette jeunesse compagnonne qui est morte. Et c'est ça qu'on appelle le début de la révolution. Vous n'allez pas remettre ces choses-là entre les mains du gourou, du destructeur. Ça veut dire que vous travaillez finalement pour anoblir la dictature. Vous travaillez à tuer les autres qui sont là, parce qu'on les culpabilise. Si vous êtes dans ce pays et que vous manquez d'eau, de lumière, de travail, d'opportunités, c'est parce que vous n'êtes pas comme l'autre qui allait gagner sa médaille. Donc c'est de votre faute. Si vous êtes nul, vous êtes pauvre, vous êtes idiot, nous on va vous écraser. Donc fuyez aussi par le désert, quitte à être vendu comme un animal, un esclave en Mauritanie, et puis allez nous chercher aussi les médailles. Il faut réfléchir. Alors quand je regarde tout ça, du haut de ma petite forêt misérable ici, je dis mais qui va aider ces gens-là? Je vais vous raconter donc la petite histoire du loup et de l'agneau. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, on n'a pas des représentants de la jeunesse. Ils disent qu'ils sont députés, mais ils sont des putes. Ils sont inutiles. Ils sont aussi affamés que vous. Mais la différence, c'est que eux, ils vous volent. D'abord votre énergie et votre carburant d'ailleurs. Et puis ils volent. Ils sont mères. Mais les vraies mères accouchent. Les faux mères portent des couches. Ils sont cadres. Cadres chez Bolloré. Ils sont des super cadres. Cadres chez Total. Alors cette Afrique qui ne peut pas se penser elle-même ne pourra jamais avancer. Alors parce que nous sommes dans un monde très simple, c'est-à-dire, je vous raconte dans la belle petite histoire du loup et de l'agneau. Je n'en suis qu'un raconteur. N'est-ce pas? 2 secondes. J'aime pas faire les longs directs. Les gens ne lisent pas nos livres et ils nous demandent qu'est-ce que vous faites pour l'Afrique. Mais c'est dans les livres qu'on fait la pensée, monsieur. Vous croyez qu'on fait la révolution en sautant en l'air? Non, on ne marche pas comme des fous. On structure les gens dans la tête. On commence à préparer les esprits. On fait les pompes de la tête. Si la tête n'a pas fait les pompes, comment tu vas donner un coup de poing et casser? Bruce Lee avait une manière de donner un coup de poing sans prendre l'élan, mais ça te projetait à 5 mètres. C'est ce qu'on travaille. One touch. Alors, donc, le loup et l'agneau, c'est ce petit agneau qui arrive en aval de la rivière. Comme vous voyez là, il y a une petite rivière qui coule là. Ben, je vous montre.
Comme ça, on essaye un peu de comprendre. Partagez le direct, même si ça vous sert à rien. Les Africains n'aiment pas qu'on parle d'eux. Alors, voici la rivière, un petit ruisseau. N'est-ce pas? Imaginez, c'est un ruisseau. Alors, l'agneau va se placer là-bas, en aval, c'est-à-dire au fond là-bas. Le loup est ici, là. L'agneau cherche à boire un peu d'eau là-bas en aval. Et le loup qui est ici, en amont, lui dit, oh, toi là, jeune homme, qui t'a donné l'autorisation de troubler mon eau? Alors, la question que je vous pose, chers auditeurs du monde entier, est-ce que quelqu'un peut être en train de boire là-bas en bas et il trouble mon eau ici en haut? Est-ce que tu peux être en train de manger ton cacao là-bas, ton beignet, hein, ton pain, hein, et tu déranges celui qui a la farine ici? Voilà donc l'histoire du monde, à travers ces fables de La Fontaine. C'est magnifique, même s'il a pris aussi chez un autre Africain, hein, Ésope et tout, mais nous dira-t-on, mais c'est pas faux. Alors, je vous pose cette question. Le loup lui demande, mais oh, pourquoi tu trouves mon eau? Il a dit, non, je ne trouve pas ton eau, Seigneur. J'essaye juste de boire, de me désaltérer. Il dit, en plus, tu me réponds mal. Je ne vous ai pas répondu mal. Mais en plus, je parle, tu continues de me répondre. D'ailleurs, c'est vous qui me disiez de moi dans le village. L'agneau dit, non, mais monsieur le loup, je n'ai jamais médit de vous. Je ne veux que boire de l'eau. Quelle force j'ai. Il dit, d'ailleurs, si ce n'est pas toi, ça doit être tes parents. Le loup dit, mais mes parents ne savent même pas si tu existes. Mes parents n'ont jamais parlé de toi. Bon, si ce n'est pas tes parents, c'est le berger. Et comme tu ne veux même pas, d'ailleurs, je te demande pas ton avis, je vais te manger. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Alors, quand nous allons donc finir de faire les danses, les chants, est-ce qu'on va comprendre cette leçon de science politique, mais de la vie? La loi du plus fort est toujours la meilleure. Alors, le loup n'a pas d'autre solution que de fuir. Et pour fuir, non, l'agneau n'a pas d'autre solution. On doit la manger parce qu'elle est là. Donc, la question n'est pas de savoir si tu as troublé l'eau ou pas. Si on va toujours trouver une raison pour te calomnier. On avait sûrement calomnié Joseph K. Vous n'avez pas lu Les Mains Sales. Donc, dans la vie aujourd'hui, dans le monde, quand un grand pays, quand les États-Unis se décident de venir manger un petit agneau qui s'appelle Niger ou Togo, je ne sais pas quoi, on te trouve toujours une raison. Quand les plus forts, quand un fort au quartier en Afrique, parce qu'il n'y a pas la justice, c'est la justice dans les pays ici. Ici, personne ne peut me bousculer. Je ne peux aussi bousculer personne impunément. Qui que je sois, on va m'attraper. Mais imaginez les ministres qui arrachent les terrains, les directeurs qui ont 1000 titres fonciers, des sous-préfets, gouverneurs, tout ce que vous avez, des seigneurs qui ont 10 4x4, 50 villas. Il n'y a pas de limite. Donc, quand on veut te calomnier, on te trouve une raison. On t'aide même. Toi-même, on te dit, trouve pourquoi on t'a arrêté. Donc, on t'arrête, on dit, bon, dis-nous pourquoi on t'a arrêté. Il y a d'ailleurs un proverbe peul qui dit, tape ta femme, homme. Si toi, tu ne sais pas pourquoi, elle-même, elle sait. C'est aussi ça, la culture africaine. Il faut dénoncer ça. C'est-à-dire, dans cette culture, peul, on dit, homme, tape ta femme. Si tu ne sais pas ce qu'elle a fait, elle-même sait ce qu'elle a fait. C'est comme ça que nous évoluons dans une jungle, dans la prédation, dans la domination. Les plus faibles n'existent pas, ils n'ont pas de recours, et les défenseurs des plus faibles n'existent pas, ou presque pas.
Et tout cet amalgame-là, c'est ça qu'on appelle la pauvreté de l'Afrique. La pauvreté de l'Afrique, c'est que tous nos savoirs agrégés, agrégés, ça veut dire qu'on nous a collé des sciences là. C'est des mauvaises greffes. Quand on arrive sous la chaleur et tout, la greffe quitte. C'est pour ça que quand les gens arrivent dans ce pays-là, en Afrique, ils sont plus bêtes qu'avant. Ils sont plus idiots qu'avant. Ils ne sont savants que de lunettes. Ils ne sont savants que parce qu'ils mettent une cravate. Et ils se cachent donc à l'université, mais en réalité, ils s'en foutent. Ils veulent la carte du parti au pouvoir pour manger et accéder aussi à cette grande cour de la pudibonderie. La réflexion, c'est commencer à détricoter toute la pensée, tout ce que les autres nous ont enseigné. Il faut apprendre à désapprendre. Parce que l'autre ne peut que t'enseigner son instrument de domination. Et tu commences à réfléchir comme il veut que tu réfléchisses. Mon Dieu, le rôle d'une puissance, quand la Russie vient en Centrafrique, la Russie n'a pas pour but de créer une centrale nucléaire pour les Centrafricains. La Russie est énergivore. La Russie, comme tous les autres, va chercher ce qui va faire tourner l'économie russe. Tu lui présentes les atouts, sinon ils ne viennent pas. Alors, le rôle des États africains, ce n'est pas de fermer leur pays, mais c'est de se dire, nous, on gagne quoi là-dedans? Notre part dans ce business, c'est quoi? C'est pour ça qu'en économie, on parle de dol. Il y a tromperie, parce que celui qu'on trompe est un animal, est un idiot, acculturé. Les vrais leaders demandent toujours où est notre part. Et quand il y a donc notre part, on se met donc à donner cette petite part-là au peuple. On partage. Et ça crée de l'économie, ça crée de l'investissement, ça crée de la libération de l'énergie. Et tous les peuples qui se sont développés dans le monde se sont mis au service de l'intelligence commune. Tous les peuples qui se sont développés dans le monde ont été en rupture avec l'ordre de la pensée des autres. Et quand on a la chance de venir de ce continent-là, on est le visage de Dieu. Je vous explique. En ce moment, en Inde, il y a des milliers de morts qu'on incinère dans les rues. N'est-ce pas? Il y a des milliers de morts de leur crise de Covid. Et il y a le ministre de la Santé indienne qui a dit « Et pourtant, nous sommes africains. » Il leur manque la couche de protection divine qui est la forêt. Il leur manque l'absorption du dioxyde de carbone. Ils ont détruit tout. Ils ont détruit la forêt, ils ont détruit l'énergie, ils ont détruit parce qu'ils sont en train de chercher autre chose. Et ça leur pèse. Et l'Afrique est un continent où on coupe 1000 mètres cubes de bois aujourd'hui par heure. D'ici 50 ans, vous n'aurez plus le poumon de Dieu. L'Afrique est protégée relativement parce que Dieu y habite. Dieu y habite. Alors, je voulais dire dans cette réflexion matinale que le but, ce n'est pas de demander. Le but, ce n'est pas de jouer les petits beaux, hein, ou les petits savants. Et c'est ça qui énerve souvent les petits génies du canapé que vous êtes.
La réflexion n'est pas possible en Afrique. Qu'est-ce qui m'envoie un char là? C'est un tracteur. On va laisser le tracteur passer, mais... C'est un tracteur. Mais passe, bon sang, tracteur. Mais passe. Ce tracteur-là, c'est un coup d'État contre la pensée. Mais c'est pas possible, tracteur. Imaginez que des gens ont réfléchi à ne plus creuser avec la houe et la machette. C'est des paysans. Il y a eu une réflexion scientifique qui a conduit à la révolution, scientifique et technique, et ils se sont donné des outils. L'homme a créé les premiers outils il y a 10 millions d'années, et aujourd'hui ça évolue, ça aide. Les outils aident, mais en Afrique, les outils n'arrivent pas. Même quand on met les tracteurs, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Tracteur, passe. Tracteur, méfie-toi. Regardez ce qu'une seule machine fait. Regardez bien. Oh! Regardez ce qu'un seul paysan fait. Il a 40 hectares, il est seul. Il a une machine. Il fait de l'ensilage. Il fait de l'arrosage. Il fait de l'ensemencement. Il fait de ceci. Il fait... Et comment vous voulez lutter sans vous armer, comme disait Cheikh Anta Diop, de science et de connaissance? C'est ça la révolution. Ce n'est pas tout, mais c'est ça. Comment un petit fermier dans son village a cet outil-là pour nourrir les pauvres Africains de pain? Méfiez-vous, chers Africains, méfiez-vous. Ali Fofana me demande comme ministre en Côte d'Ivoire. Je dis à tous les Ivoiriens que j'arrive à Abidjan le 5 juin. Je viens vous apporter les pains spirituels du développement. Hein, comme dit quelqu'un, les pains spirituels de la pensée. On va échanger autour d'un atiéké. Tiens, parlant d'atiéké, pourquoi les Chinois nous vendent de l'atiéké aujourd'hui? Expliquez-moi pourquoi les Chinois viennent produire l'atiéké aujourd'hui. Vous êtes africain, vous êtes 2,5 milliards, la moitié de l'humanité pratiquement. Quelqu'un vient chez toi et il te vend ta propre nourriture. Alors, j'ai discuté hier avec des amis et des personnes très chères. On se disait partout où le Chinois va, il se déplace avec l'idée qu'il est chinois. Et quand on est souvent là le soir, on dit ce soir je veux manger chinois. On commande chinois. Qu'est-ce qui nous sert? Les crevettes pêchées en France. Vous pêchez au Cameroun. Ça ne vient pas de Chine. Ils mettent un peu de salade pris tout de suite là en France. Ils emballent avec quelques feuilles là, les souches. Rien ne vient de Chine dans la nourriture chinoise. Ils nous vendent la pensée chinoise. Alors, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un en Europe ou au Canada dire « Je veux manger africain » Qui va se mettre à structurer ça?
Nous tous, on est là, on veut manger chinois. Mais qui vous dit que c'est chinois? Donc on vend la culture, on vend l'idée. Et vous, vous êtes là en train de vous plaindre. Si le chinois me fait manger la nourriture, les crevettes de Côte d'Ivoire en France, avec la salade française, et il dit que c'est la nourriture chinoise, je peux aussi aller en Chine, lui vendre la nourriture africaine avec ses propres produits chinois. Est-ce que c'est faux? Vous savez, j'ai atteint une dimension de ma vie où ce n'est que la réflexion poussée maintenant. Je vais vous amener à réfléchir vous-même, tac, 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 tac. Hein? C'est l'université. Akeva, c'est la plus grosse pensée africaine, de révolution copernicienne, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, est-ce que le Chinois qui te vend la nourriture chinoise a porté ça sur sa tête? Ou il ça... Donc je peux rester ici, je coupe les mêmes feuilles ici, je prends le maïs qui est là, je vais le décortiquer, je vends la nourriture africaine. Mais c'est l'esprit qu'on vend. Et ceux qui vous dominent vous tapent dans l'esprit. C'est pour ça que si tu n'as pas l'esprit, tu ne vas jamais comprendre le monde. Tu seras l'agneau que le loup va dévorer. Est-ce que c'est dur à comprendre? Mais qui va vous enseigner ça? Au lieu d'apprendre à nos enfants dès le bas âge à s'armer, à lutter, à résister, on est là dans des considérations, on leur dit des choses, et quand ils grandissent, ils se rendent compte qu'ils ne sont que des agneaux, même quand ils sont chefs d'État. Un chef d'État parle en tremblant. Il dit qu'on m'a dit de changer la Constitution. On est venu m'attacher pour changer ma Constitution. Au tracteur, si tu repasses ici, je vais te lancer le son et tu tombes en panne. Hein? Nous, ne discutez pas. Je peux attraper, je peux gâter ce tracteur. Je ne peux pas le construire, mais je peux le détruire. Tracteur, si tu repasses là 2 fois, la force africaine, c'est détruire d'abord. Hein? Je te détruis. Il m'a compris, il est en train de passer très loin le tracteur. Tracteur, si tu repasses ici dans mes 5,50 m, je te gâte. Je te lance la foudre. Sorcier. Alors, donc, quand je regarde, j'ai un frère qui... Non, si le tracteur là s'amuse, je lui lance le son là tout de suite et je détruis ça. Bon, nous on détruit, on ne sait pas construire. Voilà. Chacun a son but. Dieu lui-même dit, qui sait détruire? Qui sait détruire son frère? Quand j'arrive à Abidjan là, qui n'est pas content? Bon, c'est peut-être un frère qui est jaloux, je ne sais pas. Hein? Mais, on dit qui peut construire? Il y a toujours un petit doigt qui vient. Moi! Les constructeurs sont peu nombreux, mais les destructeurs, oh là là. Regardez un beau live du matin comme ça, il devait avoir 1000 constructeurs autour de moi. Pour que le live atteigne 10 millions de vues, pour que tous les jeunes... Mais comme il y a les destructeurs plus nombreux, ils veulent arrêter le live avec les mains. Ils ne veulent pas que tu parles. Dieu nous a donné une seule pensée, c'est la pensée unique. Hein? Alors, je vous explique la pensée africaine qui détruit. Maintenant, on ne blague plus, on parle. C'est-à-dire, j'ai un frère qui est un des plus grands grossistes des trucs africains, là. Les atiéké, les chikwang, les bâtons, les trucs qui puent là, les arachides, les conneries. Là. Je dis conneries parce qu'on fait tellement d'efforts pour attacher un bâton, un chikwang, pour envoyer en Europe, alors que les Chinois fabriquent les chikwang ici, sur place. Le truc vient de Mexique, ils attachent eux-mêmes. J'ai vu des Chinois attacher les chikwang à Paris. Alors, donc, j'ai un frère qui fait des efforts, il fait venir la marchandise d'Afrique et il va livrer à Nantes. C'est lui, authentique. Hein? Et ceux qui connaissent bien Nantes à la place de l'Afrique, là, il y a 6 boutiques. 2 boutiques tenues par des Africains et il y a un seul Chinois au milieu et puis il y a 3 autres Africains.
Pendant qu'il décharge son camion pour livrer la marchandise aux boutiques africaines à côté, il constate que tous les Noirs africains ou pas ou entiers qui arrivent vont acheter chez le Chinois. C'est-à-dire, pour comprendre l'Afrique, il ne faut pas faire trop de thèses. Il faut étayer doucement, doucement. D'ailleurs, niveau terre à terre. C'est-à-dire, les gars, lui-même, il est chauffeur d'occasion. Ce n'est pas son métier, mais il aide son frère qui fait le business. Et il comprend que, mais, c'est quelle histoire ça? Il voit au moins en 2 heures de déchargement de son camion, il voit plus de 100 Africains entrer chez le Chinois, acheter la même chose que les Africains vendent. Déjà, première question. Première question. Est-ce que c'est logique d'avoir un Chinois et 5 autres concurrents qui sont tous africains? Vous avez déjà compris l'Afrique, non? Je pense qu'avant la conférence de Berlin, même pour diviser l'Afrique, la balkanisation, la soyaisation de l'Afrique, donc le soya, on coupe le chouya, on coupe l'Afrique comme le petit chouya. Je pense qu'avant ça, les Africains eux-mêmes, c'était des gens très aigris. Le chef supérieur de ma rivière, le chef supérieur de mon clan, tu attaches le pagne. Je suis un roi, je sais de quoi je parle. Parce que regardez comment l'Afrique est. Bénin, Togo, Mali, tout ça. Bénin, Togo, Nigeria, tac, 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 tac. Ça, c'est la conception occidentale. C'est eux qui ont dessiné. Mais nous-mêmes avant, dès que tu arrives à la rivière, tu ne traverses plus. Tu dis, moi, personne ne traverse ma rivière. Alors, comment déjà expliquer qu'il y a un seul Chinois qui a la boutique et il y a 5 autres concurrents qui sont africains? Et ils vendent tous la même chose. Déjà, entre les Africains, là, ça craint. Ils peuvent s'entretuer pour vendre le bâton de manioc, le chikwang. Mais si vous vendez la même chose, vous créez un fonds commun et vous créez une seule grande boutique. Vous mettez du capital et vous mettez le Chinois en minorité. Parce que vous voyez un seul Chinois au milieu de 5 Africains, en réalité, le Chinois qui est là, à 1000 Chinois derrière. Et qui vient faire la recette dans les boutiques africaines? C'est encore les Occidentaux, c'est les Français que vous combattez là. C'est les petits, c'est eux qui viennent encore par solidarité. Je n'ai pas dit par amitié, j'ai dit par solidarité. C'est les Européens qui viennent encore entrer dans les boutiques des Africains pour dire, mais je ne comprends pas. Comment vos frères même évitent vos propres choses? Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, les amis. Le Chinois, là, est à la tête d'une tontine d'au moins 10 000 Chinois. Donc, ils n'ont pas besoin d'être 50, là. Il est seul, mais il a le fonds de commerce. Il a la puissance de frappe. Il a le réseau. Les autres vont fermer un à un, un à un, un à un. Ils vont d'abord s'engueuler tous. Ils vont épargner le Chinois qui va racheter tout ça après. Vous n'êtes pas fort. Vous n'êtes pas solidaire. Vous avez la solidarité de la destruction. Ah oui, quand c'est pour égorger l'agneau, vous-même vous participez. Hein? Et ça me fait poser des questions. Je ne condamne pas. Continuez de vous diviser. Quand on crée, j'ai créé Akeva Bank et j'ai eu l'appel de quelqu'un hier qui m'a terriblement surpris. Il m'a dit, le Mpépé, comment je fais pour ouvrir mon compte? Même pour rien. Pendant que je lui fais les formalités, il avait déjà ouvert. Il me dit, ça, tu es trop fort, Mpépé. Tu mérites. Tu mérites. Et je t'envoie en plus de ça ma propre contribution. Pour te dire, Mpépé, Oiboignolo, ne laisse pas. Pourquoi en Afrique, ceux qui ne font rien pour vous doivent être devant la scène?
Pourquoi en Afrique, les nullards doivent prendre notre soleil? Pourquoi en Afrique, les médiocres doivent s'éterniser au pouvoir? Ou doivent même penser à prendre le pouvoir? Citez-moi qui est médiocre dans le monde étant chef d'État. Vous avez des chefs d'État en Afrique qui ne savent pas lire. Je dis lire, ni dans leur langue maternelle, vernaculaire, ni en arabe, ni en français, ni en anglais. Mais ils veulent être chefs d'État. Vous avez des chefs d'État qui n'ont même pas le BPC, ou fils de chefs d'État qui rêvent d'être président sans même avoir un BPC, parce qu'ils achètent tout sur Internet, là. Ils ne peuvent pas parler. Alors quand les crises vont éclater dans ces pays-là, est-ce qu'ils pourront parler? La parole, c'est Dieu. C'est la puissance de feu de Dieu. Alors comment quelqu'un veut diriger un peuple s'il ne sait pas lui-même parler? S'il n'a jamais donné un beignet à la femme qui meurt de faim? Si malgré les milliards entassés, ils n'ont jamais fait une toiture dans l'école primaire, même de leur propre village. Et aujourd'hui, vous voulez dire à la jeunesse africaine que ces gens-là ont même un rêve de vous remplacer? De remplacer leur papa? mais quand ceux qui disent ça, vous êtes fous. Je ne critique pas, je dis merci. Mais ce siècle-ci, ces moments-ci nous permettent de comprendre que celui qui pose la main sur ta tête va poser le genou sur ton cou. Et je salue tous les Africains qui font semblant de ne pas voir notre travail. C'est vous qui n'êtes rien. Vous êtes des minables. Aujourd'hui, les gens connaissent. Les gens voient la vérité. Les gens savent. Les gens, même les fous en route disent, mais pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est nous qu'on doit payer? Pourquoi c'est nous qu'on est pauvres? Pourquoi c'est nous? Et mon rôle en Afrique, c'est de créer le pourquoi dans chacun. Moi, dès que chacun commence à se lever, il dit, pourquoi? Dès que quelqu'un commence à dire ça, je dis, j'ai déjà réussi ma mission. Et je continue ma marche, je mange ma salade, je suis un roi mystique, je croque les petites feuilles aussi ici. Hein. Moi, je suis heureux. Mais j'ai déjà sémé le pourquoi. Le pourquoi, c'est le doute. Quand tu doutes, tu goûtes à l'intelligence. Quand tu doutes, tu commences à dire, oh, mais Seigneur, mais en fait, pourquoi même je puise l'eau tous les jours pour ce type-là? Pourquoi moi je dois me coucher pour qu'il monte sur moi? Il m'écrase. Alors que je peux, pour moi-même, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Dès que vous allez vous poser la question, pourquoi? Moi, je ne veux pas 15 ou 20 000 vues. Les petites vues qui sont là, ça crée des ondes de choc. Pourquoi? Pourquoi toi, tu veux voter? Comme on dit en Centrafrique, bi voter Touadéra. Bi voter Touadéra. Non, ce n'est pas bi voter Nyangamvunda ou Bozizé, je ne sais pas quoi. Alors, posez-vous la question, mais pourquoi moi je dois te voter? Mais en fait, pourquoi je dois t'écouter, toi? Pourquoi? Mais quand tu arrives à Bangui, personne ne réfléchit. Tu entends ça, Mbi voté, toi, Dera. Mbi voté, moi. J'ai voté. On dit pourquoi, il dit Mbi voté. Hein? Alors, il faut que, honnêtement, on élève un peu le niveau. Vous êtes trop bas pour les grands pays, là. Regardez Angela Merkel. J'ai un de mes amis qui est son chef protocole, photo, tout ça. C'est un Africain. Angela Merkel est partie du pouvoir. Elle n'a pas construit, elle vit dans son appartement. Avec son mari. Hein? C'est elle qui prépare les choucroutes allemandes, du goulag sauce, la nourriture allemande bizarre. Elle rentre, elle est chef d'État, elle rentre, elle prépare. N'est-ce pas? Elle n'a pas de maison. Avant d'être chancelière, elle était dans son appartement. Elle a fait 18 ans, non? Je ne sais pas. Elle est toujours dans son appartement.
Quand elle quitte le pouvoir, tous les Allemands sont sortis à 20 heures faire une salve d'applaudissements. On lui a demandé un jour, mais Madame Merkel, pourquoi vous portez toujours les mêmes robes? Toute la semaine, parfois vous portez une même robe 2 fois. Elle dit, monsieur est journaliste. Je ne suis pas top modèle. Je suis présidente. Son salaire est resté le même. Elle va faire les courses tous les week-ends au supermarché en face de chez elle. Elle n'a ni bodyguard ni sécurité parce que c'est le peuple qui est la sécurité. On protège la dame. Et qui est Angela Merkel? C'est une femme. Et qui est Angela Merkel? Elle est professeure agrégée de physique nucléaire. Qui est Angela Merkel? C'est une fille d'immigrés de l'Europe de l'Est. L'Allemagne de l'Est. Qui est Angela Merkel? C'est la femme la plus puissante du monde. Bon, aujourd'hui, c'est Kamala Harris, notre sœur noire, indienne. Mais regardez la vie. Regardez la vie. J'étais au Danemark, je vois le président, le premier ministre passer avec le vélo. Les Africains discutent de la Mercedes. J'étais en conférence à l'université là-bas, au Danemark. Des gars ne parlaient que... Enfin, je rencontrais la communauté. Les gens parlaient de leur voiture. Je dis, mais j'ai vu le président de ce pays avec le vélo. Tout le monde a le vélo. Vous êtes encore en arrière. Angela Merkel, donc, voilà ce qu'on appelle le développement. Quand tu as travaillé pour ton peuple, c'est le peuple qui te donne les honneurs. Nous, on mange les honneurs. Nous, on a atteint un niveau où l'argent ne nous intéresse plus trop. On mange seulement les honneurs. Donnez-moi alors les honneurs, je mange un peu. Applaudissez alors pour le Mpépé, n'est-ce pas? Quand on dit Mpépé chez nous, ce n'est pas une usurpation. On doit sentir que tu es le Mbambok, tu es le roi. Les pyramides en Égypte, oui, on vient de là. Oui, c'est bien. Et les pyramides aujourd'hui, qui va les construire? C'est ça. Moi, je ne suis pas un réactionnaire kamite. Je les respecte. Mais je veux qu'on s'adapte, qu'on avance. Parce que quand les Égyptiens, nous on dit on vient de là, ils portaient leur pharaon l'autre jour à la télé, ils font les lumières et tout, ils déterrent nos pharaons, Ramsès et tout, pour aller mettre dans les muséums. Ils n'ont appelé aucun noir là, aucun chef d'État africain. Parce qu'ils ne vous respectent pas. Mais vous passez le temps, la sueur coule. Nous sommes les Kémites. Nous sommes en conflit avec les chrétiens. Mais vous êtes en conflit comment? La religion, vous faites les conflits qui vous servent même à quoi? Moi, quelqu'un peut venir me faire bagarrer parce que le tombeau, il cherche le tombeau de... Moi, si. Moi, l'arrière-petit-fils de Lekbanenkam, l'arrière-petit-fils de Manyanya Moukoko, moi je vais aller bagarrer parce que quelqu'un cherche sa tombe à Jérusalem. Ma chance. Inao, Mpanji, Ngebe. Donc, quelqu'un... Mais vous allez là-bas, le gars lui-même, il vous dit, mais on a fait 230 ans d'esclavage chez vous, en Égypte. On a fait 230 ans d'esclavage, donc 2 siècles et demi. On était esclaves chez vous. Dieu a pris Moïse pour venir nous libérer. On est rentré chez nous. Mais comment les maîtres redeviennent encore les esclaves de leurs esclaves aujourd'hui? Oh, un pépé. L'Afrique a des problèmes. Hein. Le noir a un petit problème dans la tête. Bon, on ne va pas généraliser. On ne va pas généraliser. Alors, comment ces gens-là, nos frères juifs, étaient nos esclaves en Égypte? Je dis parce qu'on ne parle que de notre esclavage que nous aussi on allait faire. Nous aussi on a payé notre Ndjogmassi après. 400 ans d'esclavage. Mais moi je vous pose la question.
C'est vous qui nous... Quand tu discutes avec un apôtre qui vient de sortir de prison, il a les boutons partout et les veines sur la tête, il crie, s'essuie toutes les 2 minutes. Tu dis, petit, je vais te taper. Est-ce que tu étais à l'école? Est-ce que tu sais lire? Ce que tu racontes là, tu sais de quoi tu parles. Et tu veux prier sur le peuple alors que tu pries quoi sur le peuple? Tu es mandaté par qui? Le mandat. Qui t'a donné le droit? Et c'est pour ça que vous êtes pauvres, parce que ceux qui parlent pour vous sont médiocres. Ceux qui vous gouvernent sont médiocres. Ceux qui gèrent la communauté et la cité sont des voyous. Ils ne peuvent même pas être balayeurs de rue dans une société organisée. Les filles qui brillent le plus sur Facebook n'ont pas le CP. Pas que c'est mauvais, mais elles sont d'une saleté pas possible. Saleté morale. Hein? Peut-être le reste, mais morale. Moi, je ne m'intéresse pas au physique. Mais je dis la moralité. C'est les coachs. C'est les conférencières. Et elles font un buzz pas possible. Les coachs sur Internet, les apôtres. Et j'aime souvent dire à cet apôtre congolais que j'ai suivi une fois qui dit, Jésus a dit, je suis avec vous, ayez aussi avec moi. Et tout le monde crie, Amen. Ayez avec moi. Alors vous comprenez donc que quand le colon est arrivé, il a trouvé une bande de Saracolais très médiocre, une bande de Bantous très médiocre dans leur petit boubou. Et il a dit, ces gens-là, je vais les prendre. Ils vont travailler pour moi. Je vais leur dire. Alors, si nous, aujourd'hui, on continue à être ces petits gens-là, c'est parce qu'on ne veut pas faire des efforts. On ne veut pas faire des efforts. Il y a tellement de choses que je peux vous expliquer, mais vous n'êtes pas prêts. L'avenir du monde, c'est d'aller vers les tracteurs là, qui passent là. C'est de comprendre comment les autres vont sur la Lune. Comment un petit-fils comme Thomas Pesquet va sur la Lune, sur Mars, et on a les mêmes gens qui ont son âge ici, qui nous pourrissent la vie avec les prières de bénédiction. Pendant que nous on célèbre celui qui tape avec les muscles, et il tape avec la... Il commence à aller là-bas. Et pour aller là-bas, les Russes vont là-bas. La station spatiale là est russe, est américaine. Et sur Terre, ils font comme s'ils ont des problèmes. C'est les Américains, c'est Elon Musk, un milliardaire africain, américain, qui a construit sa fusée lui-même avec son argent. Et il a pris son pays, il a mis le drapeau. Et qui conduit la mission, c'est un Français, Thomas Pesquet. Il est avec une Japonaise, avec un Japonais et 2 Américains, dont une femme. Et ils sont en train d'aller chercher ce qui va peut-être les détacher de la terre demain pour que nous tous on aille vivre là-bas. Peut-être il y a l'or là-bas. Non, on fait les guerres ici, alors que ce qu'on cherche même est là-bas. L'or est là-bas, le diamant. Mars, c'est une terre qui était comme nous il y a 4 milliards d'années. Et ils font réfléchir le cerveau. Entre-temps, nous, c'est moi, je ne t'aime pas. Moi, je ne t'aime pas. Là, tu es qui? Hein? Allez, Jésus-Christ a dit, je suis avec vous, ayez aussi avec moi. C'est tout. Voilà la pensée africaine aujourd'hui. Le Congo est riche de l'or, le diamant pousse, tout ça, le cobalt. Nous, on danse le kwassa à Bruxelles. Le pasteur s'appelle. L'apôtre. Ou bien c'est quand Fali pour pas tourner les fesses. Je ne sais pas si c'est ça qui va nous donner l'université. Le peuple a le droit de se divertir, bien sûr. Mais est-ce que vous croyez qu'on va passer toute notre vie à danser? On va réfléchir quand? Nous aussi, on va aller là-bas quand? On va s'associer au monde quand?
C'est pour ça que je vous annonce que nous sommes en train de lancer la télévision BKZ. BKZ, Black Kemet Zone. On va essayer de déprogrammer un peu les cerveaux là. Je pense qu'il y a un problème qui ne va pas. Moi, je pense qu'il y a un problème. Je sais qu'il y a un problème. Et en Afrique, quand tu es héros, c'est quand tu es mort. Oh, Thomas Sankara était là. Mais vous étiez... Mais, oh, Lumumba. Mais quand tu es vivant, tu n'es rien. Donc vous attendez aussi que je meure demain pour commencer à dire, oh, Mais attends, les héros, c'est chaque siècle, chaque génération, chaque année, il y a des héros qui naissent. Chaque peuple, chaque temps a des héros qui font avancer la communauté. Si vous croisez les bras parce que Sankara était là, il reviendra plein. À vous, jeunesse africaine, soyez tous des Sankara d'aujourd'hui. À vous, luttez les garçons. Luttez les garçons. J'ai fait une réflexion, je dis, écoutez, les amis, les gens qui critiquent le métissage, tout ça là, nous devons détester la France ou je ne sais pas quoi, chacun est libre. Mais je vous pose la question, vous qui êtes en Europe là, vos enfants naissent ici ou grandissent ici, vous voulez qu'ils détestent le pays où ils vont à l'école, où ils grandissent, où ils travaillent? C'est pour ça qu'ils sont déjà frustrés et ils deviennent comme nous des vigiles, comme nous des nettoyeurs de sol. Parce qu'ils sont déjà aigris, ils ne peuvent pas se battre. C'est vous, si vous avez raté vos vies, ne faites pas que nos enfants ratent la leur. Si nos enfants demain, dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, sont devenus aussi ministres des Finances, ministres du Budget, ministres de la Défense, président de la République en France, vous croyez qu'ils vont aller bombarder nous, les grands-parents? Nous, on est en retraite en forêt. Mon fils va venir me bombarder. C'est comme ça que l'élite indienne a travaillé dur. Et vous voyez Kamala Harris, aujourd'hui présidente des États-Unis. C'est comme ça que même les Chinois ont intégré partout. C'est comme ça. C'est la pensée, il faut accéder à un niveau social fort. Nos papas étaient ingénieurs ici. Aujourd'hui, nous, on est vigiles. Nos papas étaient des Manu Dibango ici. Aujourd'hui, nous, on est... hein? Nous voici. On est gardiens d'immeubles. La boutique des parfums. Nous, on est vigiles. Je ne condamne pas. Hein? Moi-même, c'est mon travail. Mais vigile dans une boutique de parfumerie, ça veut dire que toi, tu viens seulement humer les gens. Hein? Nos papas étaient ingénieurs. Mon père était ingénieur, ici. Alors, logiquement, je devais être ministre d'État. Mais nous, et puis, dans chaque génération, on doit upgrade. On doit améliorer la race. On doit être présent. Je ne peux pas être braiseuse de maquereau, de poisson, et ma fille braiseuse de prunes. Et ma petite fille braiseuse de maïs. Allez. Dis donc, plus le temps passe, plus le direct monte. On va arrêter le direct ici. Malsens. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? J'étais à l'île Maurice, chez mon frère qui est le patron de la finance dans tout l'océan Indien. Et l'île Maurice, c'est magique. Les femmes sont belles. La plage. Et puis là-bas, je vous dis ça tout le temps, j'ai été reçu par le Premier ministre et j'ai vu dans sa maison, il y a seulement le gazon. Hein? Il y a les herbes, les fleurs et puis sa petite maison.
Et à l'île Maurice, tout le monde s'embrasse le matin et dit content, content. Content, content. Tout le monde doit être content. Que tu veux ou pas, c'est une culture du bonheur. Comment dans un pays comme l'Afrique, en 1960, on avait les Manu Dibango. Aujourd'hui, on a Ndjang le Zapper. On ne sait pas quoi. Regardez comment on chute. Regardez comment on chute. On avait les Senghor, les Césaire. Aujourd'hui, on a l'apôtre Gédéon. On avait le Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, on a le grand prophète souverain Moïse de Kinshasa. C'est-à-dire, chaque jour, et même Internet qui devait être l'université où on partage. Je suis convaincu que je n'aurai pas beaucoup d'amis sur Terre. Je n'en ai pas besoin, mes fils sont déjà mes amis. Parce que quand tu dis ça à nos frères aujourd'hui, ils te ferment les portes. Je parlais d'Angela Merkel. Regardez le niveau. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les diplômes, mais c'est le niveau d'intelligence. Regardez le président Macron. Ne soyez pas jaloux parce qu'il a 40 ans. Ne soyez pas jaloux. La pensée là. Un savant. Macron est un savant. Maintenant, il peut avoir des problèmes. Vous savez, nous, en France, tu piétines quelqu'un, il peut te porter plainte. Hein. Dans les droits, attends, c'est les droits de l'homme. Donc les Français régiment un peu, ils bougent, ça bouillonne. Mais regardez. Vous savez pourquoi Macron est devenu président? Parce qu'il était le meilleur. Et en 2021, je ne sais pas s'il sera toujours le meilleur. Ou 22. Mais au deuxième tour, ou même au premier, quand il était face à Marine Le Pen, vous voyez la femme, elle est aigrie de haine ici. Et là, le peuple français qui est mature dit à l'autre que fous le camp. Même si on est d'accord avec tes idées racistes, fous d'abord le camp. Tu peux brûler ce pays. Et en Afrique, c'est Marine Le Pen qui gagne. En Afrique, c'est les gens comme Marine Le Pen qui sont dans les palais, dans les partis politiques, qui font la vie politique. Donc c'est le haineux qui gagne. Ce n'est pas l'humaniste. Ce n'est pas même le capitaliste. Ce n'est pas celui qui crée la richesse. Ce n'est pas celui qui est fort. Alors, je vais à Abidjan, j'arrive le 5 juin, les amis. Sachez que le président Alassane Ouattara, je ne demande pas votre avis, c'est un très grand président. Quoi qu'il arrive, malgré les contextes de tous les pays africains, exogènes, endogènes, tout ce que vous voulez, c'est un homme qui bosse. Et pour te faire détester en Afrique, il suffit de travailler. Regardez comment le président Ouattara travaille. Il a le CFA aussi au dos. Il a le tout ça là. Il a les trucs. Mais regardez comment il travaille. Il a su s'arrimer aux autres. Il a su chercher les partenaires. Chacun doit gagner. Mais l'Africain est tellement égoïste quand il parle de panafricanisme, il croit que c'est entre nous. Si on vous laisse seul, vous tuez le peuple. Donc les gens veulent, écoutez, les gens veulent qu'on les laisse taper leurs femmes dans la maison. Non, les gens interviennent. L'Europe se développe parce qu'on intervient. Quand la fusée vole là, il y a le moteur américain. Quand l'avion vole là, les ailes viennent de l'Espagne. Le Portugal met les hélices. L'Allemagne fait le moteur. À Toulouse, ici, on fait le truc. C'est ça qu'on appelle le projet. L'Union africaine dort. Air Afrique meurt. Donc, vous dites aux gens que nous, les Africains, en réalité, c'est le Hopai. Les gens veulent qu'on les laisse tuer leur peuple. Il faut respecter les présidents qui, malgré que ce soit dur, font des efforts.
Malgré qu'on les mette dans la case de l'agneau, ils font aussi semblant d'être des loups. Ils se masquent, ils bagarrent. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, pour la conférence à Abidjan, ceux qui veulent venir rencontrer le Mpépé ou assister, vous m'écrivez inbox, vous prendrez attache avec moi directement et puis je vous oriente vers l'équipe à l'hôtel Pullman. Je serai là. On va faire le Ngoni ensemble. Et la Côte d'Ivoire a cette chance d'avoir dans un même pays encore, et ils sont vivants, le triptyque mystique. Ado, Gbagbo, Bédié. Ils doivent créer la jeunesse. Pour la jeunesse. Au tracteur, tu reviens? Je vais le... Donnez-moi une minute. Je foudroie d'abord le tracteur et je reviens. Je n'aime pas quand on défie la sorcellerie africaine. Nous, on fait la sorcellerie. Il vient. Monsieur, je vais vous casser le moteur. Nous, on sait... Méfiez-vous. Alors, donc je disais que la magnifique chance de Côte d'Ivoire, c'est d'appeler le professeur Laurent Gbagbo. Lui, il est historien. Il connaît. Et Papa Bédié garde les secrets du père Oufouette là. Mais c'est Ouattara qui conduit le navire. Et ces trois papas-là doivent montrer la direction à la jeune génération ivoirienne qui a compris que ça ne sert à rien de brûler notre pays. À rien. Si Bouyigo vous construit les ponts là-bas de 5 étages, c'est votre pont, non? À pont. Au Cameroun, on dit à pont. C'est bon. N'écoutez pas les petits brailleurs là qui ont faim là. Moi, je ne suis pas un affamé. Je suis un mystique africain. Je suis un roi. Un seigneur doit dire la vérité. Et dans tous les autres pays, le Gabon, le Cameroun, le Congo, le Sénégal, tout ce que vous voulez, je vous souhaite le meilleur. Mais que la jeunesse africaine se lève. À vous qui êtes en Europe, dites-vous que rien n'est terminé tant que ce n'est pas terminé. Partagez ce direct. À Keva, à Keva, à Keva. Vous partagez 3 fois et on avance. Bon, moi je continue ma marche. Waouh, qu'est-ce qu'on était nombreux. Regardez, ça c'est la nature. Hein. C'est Dieu qui veut, mais c'est l'homme qui a conçu. N'est-ce pas? Tout ce que Dieu nous donne dans la tête, c'est pour qu'on mette là. C'est la forêt, mais ils ont planté aussi tout ça. Chez nous, on ne sait même pas épiler la rivière. Chez nous, les fleuves sont dans la broussaille. On ne peut même pas épiler la broussaille. Ici, c'est épilé. Hein? La toison est bien taillée. Hein? Les gens marchent, ils font du vélo, ils circulent, ils sont heureux. Allez, je vous aime. Partagez ce direct. Ceux qui veulent les livres, vous m'écrivez. Ceux qui veulent les formations, parce que j'ai lancé un grand module de formation dans Akeva, nous allons faire. Moi, quand quelqu'un vient là et dit qu'il est coach, franc quelque chose, je ris. Petit frère, vous pouvez enseigner quoi aux gens qui connaissent tout. Allez, je vous aime. La sagesse, c'est notre temps. Le guide Mpépé.